Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du MR21 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Moncton. Alors, dans cette nouvelle série, on reçoit des invités spéciaux pour parler de différents sujets qui touchent le patrimoine du bâtiment et l'œuvre du musée. Mon nom, c'est André Bourgeois et je suis l'animateur de cette série. Alors, aujourd'hui, on reçoit François Leblanc. François est archiviste au Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson et il est l'auteur du livre L'Ordre de Jacques Cartier, une société secrète en Acadie. Bienvenue, François. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, François, qu'est-ce que c'est l'Ordre de Jacques Cartier? Alors, l'historique, la fondation, tout ça. Dis-nous un peu plus. L'Ordre de Jacques Cartier a commencé à Ottawa en 1926. Puis ça a commencé avec un des prêtres qui s'appelait FX Barrett. Son vrai nom, c'était pas FX, c'était probablement François Xavier. Puis ça a commencé à Ottawa, puis c'était un peu pour combler les besoins des francophones qui disaient que les anglophones avaient plus de droits que les anglophones avaient plus de postes dans la fonction publique. Puis ça a tout commencé à Ottawa, parce qu'à Ottawa, c'est là que la grande majorité des postes de la fonction publique, au niveau fédéral en tout cas. Puis ensuite de ça, ça a vraiment ça a pogné au Québec, mais pas, moi je pourrais dire ça, c'est pas un hasard que ça pogne au Québec, à cause c'est les droits francophones. La majorité des gens au Québec sont francophones, comme on sait. Puis ensuite de ça, en 1933, ça a traversé au Nouveau-Brunswick, avec la commanderie de Campbellton. Ça a vraiment commencé plutôt par ici, dans les années 30. Puis ensuite de ça, à Moncton, comme tel, c'est en 1935. OK. Alors, tu as parlé de fonction publique. Quels sont les autres objectifs de l'Ordre Jacques Cartier? L'Ordre de Jacques Cartier, c'était pour valoriser puis faire avancer les Canadiens français, les Canadiens français catholiques aussi. Puis, ils faisaient toutes sortes de choses juste pour s'assurer que les francophones n'étaient pas oubliés. C'est-à-dire, ils ont fait en sorte que les timbres soient bilingues. Ils ont fait en sorte que l'argent ait une mention bilingue dessus aussi. Ça fait qu'ils ont eu quand même des gros changements. Ils ont fait partie des gros changements. OK. Puis, comment est-ce que l'Ordre fonctionne? Comment est-ce qu'il est organisé? Je sais pas comment dire ça, c'est un peu comme le Facebook du temps. OK. Ils se connaissaient entre eux, ils se parlaient entre eux. Puis la manière dont ça fonctionnait, c'était que les membres qui étaient déjà membres de l'Ordre de Jacques Cartier, si disant qu'ils voyaient qu'il y avait un besoin de faire avancer le fait francophone dans les caisses populaires, par exemple, ils allaient prendre quelqu'un qui était banquier en quelque part, puis ils allaient le mettre, ils allaient faire en sorte qu'il y ait une job dans les caisses populaires. Puis ensuite de ça, parce qu'il était membre de l'Ordre de Jacques Cartier déjà, il pouvait faire avancer ça, les membres de l'Ordre de Jacques Cartier voulaient faire. OK. Soit ça, ou qu'il voyait qu'il y avait déjà quelqu'un dans les caisses populaires, puis qui serait un bon candidat pour être un membre de l'Ordre de Jacques Cartier. Ça, il le rentrait dans l'Ordre de Jacques Cartier. Ça, c'était un peu comme J'ai souvent vu l'exemple là, dans les livres ou des articles, c'était comme des tentacules de pieuvre, là. Ils se faufilaient autour, puis ils prenaient eux autres qu'ils voulaient. OK. Alors, ils placent les gens tentacules de pieuvre. Quelles sont les autres méthodes de l'Ordre Jacques Cartier pour arriver à ses buts? Il y avait vraiment, c'était ça, entre les gens dedans les différentes fonctions, de faire entrer un des leurs dans les fonctions. Puis, les autres manières, c'était qu'ils faisaient la pression à travers des journaux aussi. Il y avait quand même des gens qui travaillaient dans les journaux qui étaient des membres de l'Ordre de Jacques Cartier. Ça fait ça qu'ils faisaient, c'est que, si disons, je sais pas, par exemple, il y a l'élection de Louis Giroux-Bichot. Louis Giroux-Bichot avait été membre de l'Ordre de Jacques Cartier, lui. Ça fait, lorsqu'il a été élu, ou lorsqu'il allait pour les élections, il a décidé de sortir de l'Ordre pour pas que ça soit un conflit d'intérêts. Mais on s'entend que probablement que l'influence était quand même déjà commencée. Ça fait là, il y a les gens qui étaient déjà dans l'Évangéline, ils publiaient des choses pour faire avancer le candidat qui était Louis Giroux-Bichot comme le meilleur candidat pour faire sûr qu'il y ait un Acadien dans la fonction publique au Nouveau-Brunswick. OK. Alors, on parle de Louis Giroux-Bichot, on a parlé des timbres bilingues. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit à l'Ordre Jacques Cartier?
Il y a aussi les caisses populaires. Souvent, on entend plus parler des caisses populaires dans le nord du Nouveau-Brunswick. On s'entend qu'à Moncton, c'est plus les anglophones contre les francophones. Mais dans la péninsule acadienne, c'est un petit peu plus comme des francophones contre d'autres francophones. Dans ce temps-là, les caisses populaires, c'était qui allait avoir les meilleurs jobs dans les caisses populaires. Puis les membres de l'Ordre de Jacques-Cartier ont déjà fait fermer des caisses populaires ou des compagnies d'assurance, par exemple, parce que c'était pas un de leurs membres qui faisait runner la business là. OK. Ça, c'est un peu plus comme des affrontements, si tu veux, dans le nord-est, là. Tandis qu'ici, c'était vraiment juste comme les francophones contre les anglophones. Une chose aussi on parle de la cathédrale, j'ai vu l'enseigne ou la gravure en entrant qui parlait des bicentenaires. Les fêtes du bicentenaire ont, pour la grande majorité, été créées puis, comment je pourrais dire ça, fondées par des membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. Tu regardes tous les comités qui ont fait les fêtes du bicentenaire, les parades, toutes ces choses-là. C'est tous des membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. Les Alban d'Aigle, les Adélard Savour, les Gilbert Fine, Gilbert Doucette. Tous ces gens-là, ils font toute partie de l'Ordre de Jacques-Cartier. On voit vraiment le lien à la cathédrale aussi, que les fêtes du bicentenaire, c'était presque tout de l'Ordre de Jacques-Cartier. L'idée de société secrète est pas mal intéressante. Est-ce que ça impliquait comme une initiation? Puis si oui, comment est-ce que ça se déroulait? L'initiation, c'est une partie que j'ai pas beaucoup touchée, mais que j'ai lu le manuel d'initiation. Si vous avez déjà fait partie des Chevaliers de Colomb, c'est un peu la même sorte d'initiation. Ils marchaient sur une poutre, avec les yeux bandés, puis tu marchais, puis il fallait que tu trustes la personne qui est en avant de toi, la main sur l'épaule, puis tu traverses de la noirceur, puis tu suis la personne en avant. Je me rappelle d'avoir lu le manuel d'initiation, puis ça disait que fallait que les initiations soient données en quelque part où est-ce qu'il y avait la possibilité que tu pouvais te sauver s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Parce que les sociétés secrètes, c'était la discrétion au bout. Il ne fallait absolument pas que personne sache que tu étais dans l'Ordre de Jacques-Cartier. L'initiation était quand même assez particulière aussi, là. Il y avait 4 niveaux. Le premier niveau, c'était comme quand tu te faisais initier pour la première fois. Puis ensuite de ça, le deuxième, troisième. Puis si tu étais grand commandeur, qui était celui-là qui renait un peu les commanderies, tu étais au 4e niveau. Aussi, si tu étais membre du clergé, tu étais automatiquement au 4e niveau. Ça fait, il y a des gens dans le clergé comme Père Désiré Alain de Bouctouche, Monseigneur Norbert Aubichot, il y a Monseigneur Melançon aussi. Ils ont tous fait partie de l'Ordre de Jacques-Cartier, puis ils ont aussi été comme grand commandeur, comme au 4e niveau. OK, un autre lien avec la cathédrale. Exactement. Puis l'Ordre de Jacques-Cartier à Moncton, comment est-ce que c'était organisé ici? Ben, ici, à Moncton, ça allait, même partout au niveau national, c'était divisé souvent par diocèse. Ça fait CR20 de Moncton, c'est à cause c'était plus ou moins le diocèse de Moncton. Halifax, Yarmouth, l'île Madame, Sydney, c'était encore tout sous l'égide du Conseil régional 20 de Moncton. Il y avait quand même une grande population de membres. J'en ai relevé à peu près 300 quelques. Le père Monseigneur Melançon, c'est lui qui a commencé la première commanderie au Nouveau-Brunswick à Campbellton. Parce qu'il avait déjà été prêtre à Campbellton, puis il avait été au séminaire à Rimouski avec un des membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. Il a dit qu'à Campbellton, ça serait vraiment une bonne place à la proximité du Québec, puis on va faire une commanderie là pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, tout ça, ça a du sens. Il était vraiment actif dans cette région-là, avec les filles de Marie de l'Assomption aussi. Exactement. Wow, vraiment intéressant. Question peut-être plus pratique. Où est-ce qu'ils se rencontraient, ces gens-là, dans la région de Moncton? Les réunions, ça se tenait où? J'ai vu à plusieurs reprises que les réunions se tenaient dans les presbytères. Okay. Souvent, c'était des lieux où est-ce que il n'y avait pas beaucoup de va-et-vient. Ça fait les prêtres étaient là quand même disponibles pour des réunions. Il y a eu des réunions dans les sous-sols des églises aussi. S'il y a quelqu'un qui s'en venait, les acoustiques sont quand même assez bons que tu l'entendais venir. J'ai vu aussi des réunions qui se tenaient dans les locaux, par exemple, comme de Clément Cormier.
J'ai entendu aussi d'un de mes collègues de travail que son père allait aux caisses populaires tous les dimanches. Puis c'était justement là qu'ils se rencontraient pour leur réunion. Ça fait, il y avait pas mal dans des lieux où est-ce que c'était plutôt, faut le dire aussi, c'était juste pour les hommes, l'ordre de Jacques-Cartier. Fait, dans ce temps-là, c'était vraiment les lieux, caisses populaires, le presbytère, puis ça, c'était vraiment juste les hommes presque qui allaient là. Ça fait pour les autres, ça faisait du sens de se rencontrer là. OK. Alors, dans le livre, on parle plus de l'ordre de Jacques-Cartier en Acadie. Alors, quels sont les objectifs de cette recherche-là, plus ciblée? Ciblé, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est que je voulais savoir si l'ordre de Jacques-Cartier en Acadie avait continué d'être active pendant qu'au niveau national, ça n'allait pas bien. Fait, l'ordre de Jacques-Cartier a duré de 1926 à 1965, mais pendant les 15 dernières années, c'est ça la période que je m'ai plus concentré là-dessus, c'est vraiment pendant ce temps-là que l'ordre de Jacques-Cartier au niveau national, ça n'allait pas bien. Il y avait des frictions entre Ottawa et Québec, parce que Ottawa voulait être le centre, c'est eux autres qui voulaient décider qu'est-ce qu'elle allait faire au niveau national. Au Québec, on sait que les francophones ont quand même une grosse voix. So, ils se disputaient un peu qu'est-ce qu'allait, en bon français, runner la show. Tandis qu'au niveau de l'Acadie, c'est un peu distancié de tout. Il y avait quand même Moncton qui avait des frictions entre francophones et anglophones, mais j'ai trouvé qu'au niveau de l'Acadie, ça allait quand même assez bien. Il y a une vitalité, le membership continuait de grandir, le leadership se renouvelait, puis les actions, il y avait vraiment des actions qui se faisaient. Il y avait quelque chose de concret qui se passait. Ça fait au niveau de l'Acadie, ça allait vraiment bien. Puis là, tout d'un coup, en 65, au niveau national, ils ont coupé ça. L'ordre de Jacques-Cartier s'est dissous. Puis en Acadie, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Eux autres aussi, ils ont arrêté. Alors, on a cette date-là, 1965, comme la dissolution de l'ordre de Jacques-Cartier. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'ordre est vraiment dissous? Ça serait pas ce que une société secrète voudrait qu'on pense aussi? Il y a ça aussi. C'est une question, je dirais que c'est la question numéro 1 que tout le monde me pose. Okay. L'ordre de Jacques-Cartier existe encore aujourd'hui. Il a-t-il vraiment arrêté en 65? Moi, ce que j'ai à dire pour ça, c'est que l'ordre de Jacques-Cartier, il fallait quand même qu'il s'incorpore. Ils ne sont pas incorporés nécessairement sous le nom de l'ordre de Jacques-Cartier. Il s'appelait l'Association culturelle catholique ou quelque chose comme ça. Les lettres patentes ont fait en sorte que les lettres patentes ont été dissoutes. Déjà là, ça a arrêté. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les membres de l'ordre de Jacques-Cartier n'ont pas décédé du jour au lendemain à cause que l'ordre de Jacques-Cartier a fini. Les Gilbert Finn, les Louis Robichaud, les Yvon Gauguin, les gens comme ça ont continué de travailler pour faire avancer l'œuvre canadienne-française dans leur propre façon. Il ne faut pas oublier, dans les années 60, c'est ce temps-là que la Révolution tranquille a commencé. So, les gens s'assumaient plus au niveau social, les gens s'assumaient plus au niveau politique aussi. Ça fait, ils ont quand même eu une plus grosse voix pendant ces années-là. Les clubs Richelieu, par exemple, qui ont été commencés par l'ordre de Jacques-Cartier, ils existent encore. Okay. L'Association des instituteurs acadiens a été commencée par l'ordre de Jacques-Cartier, des membres de l'ordre de Jacques-Cartier. Puis maintenant, c'est l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick qui existe encore. La FNB. Ça, déjà là aussi, ça existe encore. L'argent qui restait après que l'ordre de Jacques-Cartier s'est dissous en 1965, ils n'ont pas fait un gros pizza party avec l'argent qui restait. Là. Ils ont mis l'argent ensemble, puis ils ont créé des bourses avec la Société de l'Assomption. Les bourses-là ont pu aider les gens à voir leur éducation. L'Université de Moncton a quand même commencé en 63. So, en 65, ils donnaient de l'argent pour que les gens y aillent s'éduquer. Il y a quand même des vestiges, si tu veux, qui restent de l'ordre de Jacques-Cartier. Mais il ne reste pas beaucoup de membres qui sont encore vivants. Là. On parle quand même de 55 ans passés. Ouais. Alors, nous, on a lu le livre, puis c'est super intéressant. Pour nos auditeurs qui voudraient peut-être s'en procurer une copie, où est-ce qu'ils pourraient le trouver, puis comment d'autres est-ce qu'on peut suivre tes activités?
Ben, le livre est toujours disponible, si je ne me trompe pas, à la librairie acadienne de l'Université de Moncton. Il est disponible en ligne aussi sur Indigo, puis Amazon, des places comme ça. Moi, je dirais plutôt aller aux librairies locales, supporter les gens locaux. Moi, j'ai un podcast que j'anime avec mon ami Lee Cormier. Ça s'appelle « Quoi c'est t'en penses ?» Il fallait que je mette la t-shirt d'aujourd'hui là-dessus. Ah, yeah. Vous pouvez nous voir, on est sur Spotify, puis on parle juste avec des gens locaux qui nous intéressent. Ça fait c'est un peu comme ceci, c'est s'asseoir, avoir une conversation, puis passer une bonne demi-heure ensemble. C'est ça. OK, ben, encore une fois, le livre, c'est L'Ordre de Jacques Cartier, une société secrète en Acadie, par François Leblanc. François, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance d'expliquer un sujet qui me passionne énormément.